Nous sommes en direct sur la page Facebook de Condo Légal. Ce soir, un thème très impressionnant. En fait, c'est le huissier de justice. Donc, nous avons un grand expert dans cette matière que je présente à l'instant même, M. François Taillefer, qui travaille pour le groupe Paquette et Associés et qui est huissier de justice depuis 35 ans. Bonsoir, M. Taillefer. Bonsoir, Mme Couture. Et naturellement, pour nous accompagner ce soir, Maître Yves Papineau, j'évite de vous le présenter puisqu'il est connu de tous et de toutes. Bonsoir, Maître Papineau. Bonsoir, Mme Couture. Ça va bien? Vous pratiquez pour remplacer Paul Arcand? Non, pas du tout. Je lui laisse son travail, je garde le mien. Donc, ce soir, avec nos deux invités, on va parler d'un travail qui est quand même assez particulier et très méconnu de nos gens en copropriété, même de la population en général. C'est le travail de huissier de justice. Le travail de huissier de justice, c'est un officier de la justice, puis Maître Papineau et M. Taillefer me corrigeront, qui peut œuvrer dans différents milieux de notre vie, en fait. Mais ce soir, on va viser naturellement la copropriété. Donc, ce soir, je vais laisser François nous présenter un peu son travail. J'aimerais aussi qu'il explique brièvement à nos auditeurs qu'est-ce qu'on fait quand on veut être huissier de justice et qu'est-ce que ça fait en fait un huissier de justice. Maître Papineau, vous n'hésitez pas à commenter ou à poser des questions à M. Taillefer. Donc, François, je te cède la parole tout de suite si tu veux nous présenter un peu ton travail et Oui, bien, essentiellement, Mme Couture, pour devenir huissier, c'est minimum 3 ans de cégep en technique juridique ou un bac en droit. Par la suite, c'est un stage de 6 mois à la Chambre des huissiers et un examen de l'ordre professionnel qui, évidemment, doit être réussi. Le stage doit être réussi et l'examen aussi. C'est un stage de 6 mois. C'est peu, mais c'est quand même le début. Il faut commencer quelque part. Et qu'est-ce qu'un huissier? Un huissier, c'est comme vous l'avez dit tantôt, c'est un officier de justice habilité à faire des significations, des exécutions, des constats et depuis quelques années, perception à l'amiable. Alors, au niveau des condos, perception à l'amiable, des fois, ça peut être pratique pour certains syndicats pour percevoir les charges communes ou pour d'autres créances. Et le constat aussi, on va avoir l'occasion d'en parler tantôt dans la présentation. Alors, un huissier comme moi, j'ai eu la chance de travailler dans des gros bureaux à Montréal. C'est une journée qui commence à 7 h le matin et qui se termine vers 8-9 h tous les soirs, du lundi au samedi. Alors, c'est des journées excessivement exigeantes au niveau du nombre d'heures, mais il n'y a pas une journée qui est pareille. C'est une signification, une saisie, mais ce n'est pas le même monde, ce n'est pas les mêmes personnes qu'on rencontre, ce n'est pas les mêmes genres de mandats qu'on reçoit. Alors, c'est très varié, c'est très enrichissant parce que ça nous permet de toucher un peu à tous les domaines. Alors, François, Mme Couture va nous revenir. Peut-être que le but de l'exercice ce soir était de dire il y a différents recours pour les syndicats. Premièrement, évidemment, celui qui est le plus habituel, c'est de récupérer les charges communes, les frais de condo. Oui. Alors, dans un premier temps, François, l'avocat ou le notaire peut préparer ce qu'on appelle un avis d'hypothèque légale. Et vous me permettrez, là, l'article 27-29 du Code civil du Québec nous dit l'hypothèque légale du syndicat des copropriétaires grève la fraction du copropriétaire en défaut pendant plus de 30 jours. Donc, l'avocat ou le notaire peut publier un avis d'hypothèque légale, mais il faut qu'il y ait un 30 jours de défaut. Et elle est acquise qu'à compter de l'inscription d'avis. L'avis doit indiquer la nature de la réclamation, le montant exigible au jour de l'inscription, le montant prévu pour les charges et créances de l'année financière en cours et celle des 2 années qui suivent. Ça, c'est important de comprendre que quand on publie l'avis d'hypothèque légale, on publie pour le passé, mais on sécurise aussi les frais pour les 2 prochaines années. C'est la loi qui le permet. Alors, nous, on publie l'avis d'hypothèque légale. La loi ne nous oblige pas à faire signifier ou notifier par le huissier l'avis d'hypothèque légale, mais d'un autre côté,
Si le copropriétaire ne le sait pas, ou son épouse ou son conjoint ne le sait pas, ce n'est pas un grand succès. Alors, moi, je le fais systématiquement. On remet l'avis d'hypothèque légale au huissier, qui, lui, va aller voir, cogner un soir au souper pour s'assurer que toute la maison sait qu'on a publié l'avis d'hypothèque légale. Remarquez, moi, ça me fait plaisir parce que moi, je n'irai pas. Là. Je ne suis pas assez fou pour aller cogner au souper, déranger tout le monde pour dire l'avocat vient de publier l'avis d'hypothèque légale. Mais ça, c'est un des plaisirs de votre rôle. Par la suite, on publie un préavis d'exercice, on fait une requête introductive d'instance, on obtient la permission. Généralement, le recours, c'est de faire vendre sous contrôle de justice. Alors, la question, François, une fois qu'on a le jugement qu'on peut faire vendre l'appartement pour payer les frais de condo, les charges communes en retard, qu'est-ce que vous faites? Bien, nous, à partir du moment où on reçoit le jugement, évidemment, les paramètres sont tous indiqués dans le jugement. À titre d'exemple, la mise à prix, vente de gré à gré, le taux horaire de l'huissier, est-ce qu'on mandate un courtier, si oui, à quel montant? Alors, à partir de ce moment-là, nous, on va se fier à ce qui est marqué dans le jugement, évidemment, on n'a pas le choix. Et règle générale, c'est un clé en main, alors on s'occupe de tout du début à la fin, y compris les radiations d'hypothèque. Et on va mandater le courtier, soit de notre choix, soit du choix de l'avocat ou du syndicat. Et on va procéder à la mise en vente avec l'aide du courtier du condo. Le courtier va s'occuper de faire des visites, etc., etc. Nous soumettre les offres, nous, dans l'intérêt des parties, y compris le copropriétaire défaillant, on va tenter d'aller chercher le meilleur prix possible. Ce n'est pas parce qu'un juge dit dans son jugement, donne un exemple, mise à prix 200 000 pour un condo qu'on va le vendre 200. On va essayer de le vendre le plus possible le prix du marché et pour éviter toute contestation en vertu d'une nouvelle procédure du Code de procédure civile. Alors, dans l'intérêt de tous les parties, et du créancier et du débiteur et des tiers, s'il y a des tiers, on va viser le maximum. Alors, c'est dans ce sens-là, c'est assez rapide, règle générale. Les condos dans la grande région de Montréal se vendent rapidement. Et évidemment que c'est vendu sans garantie légale. Ça, c'est la clause principale qui va être indiquée dans notre contre-proposition. Étant donné que nous, on agit comme personne désignée, c'est moi qui vends, je n'ai jamais habité le condo. Je ne peux pas vous dire s'il y a des vis cachées ou pas, si c'est bruyant ou si ça ne l'est pas. Je n'ai jamais vécu là. Alors, ça va être indiqué dans ma contre-proposition que c'est vendu sans garantie légale, au risque et péril de l'acheteur. Et le notaire, théoriquement, devrait le rajouter dans son acte aussi. À cette façon-là, l'huissier est protégé, qui est un officier de justice neutre et impartial, qui vend au nom d'autrui. Autrement dit, on vend au nom du débiteur. Par la suite, une fois qu'on... Oui. Oui, je m'excuse, François. Alors, je comprends qu'une fois qu'on a obtenu le jugement, l'avocat a terminé son travail, c'est l'huissier qui prend la relève et qui conclut le dossier au complet et procède à la vente, les radiations et donne l'argent au syndicat. En plein ça. Une fois qu'on a terminé la vente, on envoie les projets d'état de colocation à concernés. Eux peuvent contester s'il y a une erreur de bonne foi ou de mauvaise foi. Ils peuvent dire à l'huissier, écoute, tu t'es trompé ici, je ne suis pas d'accord avec le montant. Ça devrait, et non au syndicat, mais moi, banque, ça devrait me revenir. Alors, il y a des contestations possibles. Il y a deux choses. L'une, l'huissier corrige ses erreurs, re-signifie tout le monde. Et si l'huissier n'est pas d'accord, dit non, moi, je suis convaincu que je ne me suis pas trompé, ces montants-là s'en vont à tel créancier. Mais il y a toujours la possibilité d'une contestation judiciaire. C'est-à-dire que nous, on va geler les sous dans notre compte Intros et on va laisser le juge statuer sur les oppositions qu'il y a, entre guillemets. Est-ce que oui ou non, l'état de colocation du huissier doit être modifié ou pas? Et c'est le juge qui va trancher. C'est assez rare que ça arrive, mais la procédure existe pour ça. Sinon, s'il n'y a pas de contestation, ben, on rembourse immédiatement le syndicat. On va payer les fournisseurs qui ont travaillé pour nous dans le dossier, le courtier, évidemment, s'il y a eu livrurier, ce genre de choses-là. Toutes les dépenses d'intérêt commun vont être payées par l'huissier. Ce que je tiens à vous dire, Maître Papineau, il y a problématique au niveau des condos parce que c'est l'article 1079 qui dit que les frais de condo sont payables par l'acheteur, y compris si c'est une vente sous contrôle de justice
Et ce qu'on voit malheureusement trop souvent, c'est que des fois, le créancier qui est la banque ont enregistré l'hypothèque avant le syndicat. Autrement dit, je vends pour le syndicat qui est deuxième créancier hypothécaire enregistré. Je vends pour la banque. Il n'y a pas suffisamment de sous pour le syndicat. Alors, je vais colloquer le syndicat à zéro parce que malheureusement, je n'ai pas d'argent pour payer le syndicat. Et les notaires nous appellent quelques temps plus tard pour nous dire, écoute, tu t'es trompé, l'argent devait revenir au syndicat, c'est une créance prioritaire. Alors, le débat n'est toujours pas réglé. Moi, j'avais des notaires, écoutez, on devrait aller à la cour, demander un jugement déclaratoire parce que je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, j'applique 2651 du code civil et 1069. S'il y a de l'argent, ça va me faire plaisir de vous payer. Mais s'il n'y a pas d'argent, c'est le premier qui a enregistré son hypothèque qui va être payé selon mon savoir. Et amené jusqu'à date, mais le dossier n'est toujours pas réglé. J'ai consulté plusieurs notaires. Il y a 2 écoles de pensée. Oui. Mais j'ai une question pour vous deux. Dans le cas qu'un syndicat débute les démarches de la première étape, qui est l'hypothèque légale, et on se retrouve où M. Taifan est en train de nous expliquer que, bon, là, c'est la vente du contrôle de la justice et tout ça. On pense, comme syndicat, pouvoir retrouver nos sous, entre parenthèses, parce que M. Taifan vient de le dire, on pourrait être surpris qu'il ne reste pas d'argent. Ces temps-ci, c'est un peu moins pire, mais quand même. On pense à combien de temps, comme syndicat, pouvoir retrouver les sous? Oui, mais je pense qu'il faut faire une distinction là. Quand on parle de vente du contrôle de justice, souvent, ça m'est arrivé qu'il n'y a pas d'argent pour le syndicat. Parce qu'une fois que le huissier a été payé, grassement payé, les huissiers, c'est presque aussi cher qu'à des avocats, les frais de justice, les créanciers hypothécaires, le courtier en immeuble, souvent, il ne reste pas d'argent pour le syndicat. Mais ce n'est pas important parce que le but de faire la vente du contrôle de justice, c'est de se débarrasser d'un copropriétaire qui ne paye pas. Oui. Et comme dit M. Taillefer, l'article 1069 dit que l'acquéreur est responsable des charges qui ne sont pas payées. Alors moi, souvent, je le dis à mes clients, on ne sont peut-être pas payés. Mais il faut aussi faire attention. Là. Souvent, François, on débute la procédure, puis quand on débute la procédure, le créancier hypothécaire le sait, c'est lui qui nous paye. Ou s'il ne nous paye pas, le huissier fait la vente du contrôle de justice, il n'y a pas assez d'argent pour nous, ça ne me dérange pas parce que celui qui a acheté devient responsable des arrérages. Alors, moi, je dis aux clients, allons-y, sinon on ne sera jamais payé. J'ai un dossier là, à l'île des Sœurs, justement où François va travailler. La personne est décédée, puis il n'y a personne qui veut dans la succession de son condo. Alors, je n'ai pas le choix. Si je veux finir un jour, je vais faire vendre l'appartement. Il arrivera ce qui arrivera avec le produit de la vente, mais au moins j'aurai un nouvel acquéreur qui sera obligé de payer les arrérages, puis qui va me payer pour l'avenir. Au moins, moi, j'ai réglé mon problème comme syndicat. Bon point. Alors, effectivement, il y a des syndicats qui disent, oui, mais ça va me donner quoi? Au point de vue monétaire, ça ne donne pas un remboursement, mais au moins, tu as réglé un problème. Tu vas avoir quelqu'un qui va te payer à l'avenir. OK. Oui, bon point, ça. C'est vrai que l'étape est importante, qu'on n'arrive peut-être pas au but ultime tout de suite, mais l'étape subséquente va arriver par la suite pour justement que le futur acquéreur va s'attendre à payer les charges qui ont été impayées pendant certains mois, voire années. C'est ça. Okay. Et c'est pour ça, Valérie, que c'est important pour l'acheteur qu'il se renseigne avant d'acheter. Parce que quand l'huissier vend, lui, il vend 100 000, 200 000, 300 000, et comme il l'a dit, il fait l'état de colocation, mais lui, c'est pas lui qui décide qui il paye suivant l'état de colocation et suivant l'argent qu'il a et les créances. Alors, le syndicat, oui, peut-être qu'il peut être payé avec l'état de colocation, mais peut-être pas, mais ça ne nous dérange pas parce que l'acheteur, avant d'acheter, avant de faire son offre, lui doit se renseigner auprès du syndicat pour savoir quels sont les arrérages. Parce que sinon, s'il ne se renseigne pas, puis le huissier vend 300 000,
et qu'il reste 50 000 de frais de condo ou 20 000 de frais de condo, ça vient de s'additionner à son prix de vente, là. Alors, l'acheteur, l'acquéreur, pour prendre le terme du code, doit s'assurer que les charges communes sont payées. Sinon, ça devient un surplus à son coût d'achat. Puis, quand on parle des charges communes impayées, naturellement, il y a tous les intérêts, tous les frais de retard qui sont régularisés dans des règlements conformes du syndicat et tout ça. Et ça aussi, le nouvel acquéreur doit payer ça. Le nouvel acquéreur doit payer toutes les charges communes en retard et les intérêts. Par contre, le nouvel acquéreur n'est pas tenu de payer les pénalités, n'est pas tenu de payer les amendes. Ça ne fait pas partie de ce qui est couvert par l'hypothèque légale. OK. Mais au moins, on a réglé un problème, là. On s'est débarrassé de quelqu'un qui nuit au syndicat en ne payant pas. OK, parfait. Si M. Taillefer, dans le quotidien de votre pratique, la copropriété, ça prend une place comment dans vos est-ce que c'est une grosse partie de votre travail? Est-ce que c'est ce qui fait vivre plein d'huissiers ou Ben, dans la grande région de Montréal, évidemment qu'il y a beaucoup de condos. Grande région de Québec, les grandes villes, je vous dirais à peu près en moyenne 5 à 10 de mon volume d'affaires. Moi, personnellement, c'est beaucoup des constats. Les constats en condo, il y en a beaucoup. Essentiellement des assemblées de copropriétaires. C'est souvent le soir ou les fins de semaine. Alors, ça fait partie quotidiennement du travail que je suis appelé à faire. La perception à l'amiable, ben, il y a certains syndicats qui demandent beaucoup aux huissiers de tenter de collecter à l'amiable. Comme j'expliquais l'entrée de jeu, maintenant, on a le droit de le faire. Nous, on se présente aux portes et on demande aux copropriétaires, écoute, tu es en défaut, ou tu dois X nombre de mois de frais de condo, veux-tu profiter de la dernière opportunité que le syndicat te laisse de me payer? Moi, je vais rembourser immédiatement le syndicat parce que si tu ne le fais pas, bien, voici la suite. La suite, ça peut être l'hypothèque légale, ça peut être un recours aux petites créances. C'est des frais supplémentaires que nécessairement tu peux devoir assumer ultérieurement. Profite donc de ma visite. Paye-moi donc. Je te remets le document qui peut être une mise en lettre du syndicat, peu importe. Alors, on ne fait pas juste remettre le document. On peut tenter de discuter avec le copropriétaire, lui faire comprendre qu'il y a intérêt à payer parce que de toute façon, il va falloir qu'il paye. La loi est plus forte que n'importe qui dans les condos. Au bout de la ligne, tout ou tard, il va falloir que tu payes. Ça va juste coûter plus cher. En règle générale, moi, je vous dirais que la moyenne est assez élevée. Entre 90 et 95 des gens payent avec une lettre ou une mise en demeure par un huissier qui prend le temps d'expliquer puis de tenter de percevoir. Et que ça peut être relativement efficace. Puis, alors, ça je veux juste vous poser une question, Oui. François, juste une dernière question. Qu'est-ce que vous laissez et après combien de visites? Parce que vous êtes le seul représentant de la justice qui est reconnu avoir laissé sur le huis de la porte un document et que le citoyen a obligatoirement reçu, même s'il ne l'a pas vu. Comment ça fonctionne, votre visite, pour remettre un document? Ouais, la coutume pour quand on parle devant les tribunaux, un greffier spécial ou un juge risque de ne pas accorder la signification s'il n'y a pas deux bonnes tentatives de fait. Avant de mettre ça dans la boîte aux lettres ou le lit de la porte, deux bonnes tentatives pour moi, mais c'est soit très tôt le matin ou un samedi ou tard le soir, c'est-à-dire après le souper, les heures où les gens théoriquement devraient être chez eux. Il y a toujours la possibilité de laisser un avis de visite aussi. Bon, je suis passé, monsieur, madame, vous n'étiez pas là. Voici mon numéro de téléphone. J'aimerais que vous me rappeliez. On va prendre rendez-vous. Tous les moyens sont bons pour entrer en contact avec les débiteurs. Règle générale, ça va relativement bien, mais il y en a toujours, malheureusement, qui ne comprennent pas, volontairement, qui ne veulent pas nous parler, qui ne veulent pas recevoir le document. Fait que je vous dirais, Mme Couture, que c'est du cas par cas. Parce qu'au bout de la ligne, si je vais 3, 4 fois, ça ne sera pas le même prix que si je laisse ça 2 fois dans la boîte aux lettres. Alors moi, je vais parler à mon client. Voici, je suis allé, mettons, je ne sais pas, moi, mardi matin à 7 h le matin. Il ne semblait pas y avoir personne. J'ai laissé ma carte de... Je suis retourné 2 jours plus tard à 8 h le soir. Il ne semblait pas y avoir personne. Alors, j'ai laissé le document là. Ou voulez-vous que je le laisse ou vous préférez que je revienne? J'attends que j'ai la possibilité de le remettre en main propre.
c'est le client qui décide parce que c'est lui qui paye. C'est sûr que c'est préférable de remettre le document en main propre parce que, comme je vous disais tantôt, on a l'opportunité de parler au copropriétaire et de lui faire comprendre raison, tenter de lui faire comprendre raison, mais une boîte aux lettres ou un 8 portes, c'est aussi valable quand c'est fait avec 2 bonnes tentatives. Mais encore une fois, un avocat peut dire, écoute, tu me mets dans la mer, moi, je préfère que tu fasses une bonne route, puis pas de réponse, mais pas 8 portes. C'est le demandant qui décide. Et bon, c'est sûr que c'est une procédure légale qui doit être signifiée, même si mon client me demande une route, mais je vais lui dire, écoute, il faut que j'en fasse 2 parce que tu risques de ne pas obtenir ton jugement si je ne fais pas 2 bonnes tentatives. Quand on sait que les gens sont là, parce qu'évidemment, avec un bon huissier, il y a des trucs, quand on rentre dans une copropriété, théoriquement, on connaît le demandeur, on peut appeler le président du conseil d'administration ou le gestionnaire. Écoute, je suis en bas, peux-tu m'ouvrir la porte? Je vais aller cogner à la porte. Si j'entends les gens parler, puis je cogne à la porte, ça ne répond plus, en restant poli et respectueux, je peux m'arranger de me faire répondre aussi. Ça, c'est des petits trucs que tout bon huissier fait, de s'arranger pour se faire répondre quand on a un document à remettre. Ça arrive assez fréquemment, ça aussi. Les gens sont là et ils ne répondent pas. C'est des mauvaises nouvelles qui s'en viennent. Et si on veut le régler, le dossier, il faut qu'on puisse se parler. OK. Je comprends, Valérie, dans un premier temps, ce que vient de dire notre huissier, c'est que avant qu'on prenne un avis d'hypothèque légale, vous pouvez aller voir le copropriétaire en défaut et essayer de négocier avec lui. Oui. Et si ça ne fonctionne pas, bien là, à ce moment-là, on envoie la procédure. Oui, absolument. C'est certain. Puis habituellement, ben, les syndicats souvent les syndicats qui sont en autonome vont avoir tenté fortement cette prise de position-là. Mais quand on arrive à la mise en demeure, M. Papineau, ce serait peut-être intéressant que vous précisiez qui peut faire une mise en demeure. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Le syndicat peut-il faire une lettre maison et la donner à un huissier? Comment ça fonctionne pour un conseil d'administration? Alors, la loi sur le barreau est claire. Il y a uniquement un avocat qui peut faire une mise en demeure dans le sens suivant. Le gestionnaire peut écrire pour dire, écoutez, si vous ne payez pas vos charges communes, on va envoyer un dossier à l'avocat. Mais le gestionnaire ou l'administrateur ne peut pas dire, si vous ne payez pas, on va prendre des procédures judiciaires. Alors, la différence, c'est qu'on ne peut pas menacer de procédure judiciaire à moins d'être un avocat. Alors, ce qu'on fait dans ce temps-là, ce que le gestionnaire ou le syndicat peut faire, c'est dire, si vous ne payez pas, si vous n'obtempérez pas à notre demande, on va transmettre le dossier à nos avocats, à nos procureurs pour qu'eux prennent des procédures. Ça, il n'y a pas de problème. C'est une forme de mise en demeure qui a un effet. Et vous savez, souvent, de faire signifier ça par un huissier, de demander à un huissier d'aller porter ça, ça a un impact un peu différent de si c'est envoyé par courrier recommandé et surtout par poste ordinaire. Le huissier a une certaine prestance, une certaine autorité, alors ça donne plus de poids à la demande et je ne vous dis pas que ça effraie, mais ça fait peut-être réfléchir plus le copropriétaire en défaut parce que là, il réalise que la justice commence à s'en mêler. Là. Absolument. Là, on avait parlé ensemble, François et Maître Papineau, tantôt. François, ton travail, tu fais plein d'autres choses dans la copropriété que de signifier des avis de non-paiement, de non-respect de règlement, tout ça. Peux-tu nous parler un peu de ton implication dans les constats? Parce que je pense que c'est méconnu de tout le monde et je crois que ça peut aider beaucoup de syndicats de faire appel à un huissier dans des circonstances particulières. Bien, oui, effectivement, Valérie, comme j'expliquais tantôt, un constat d'huissier, c'est une façon de geler une preuve dans le temps. Moi, j'appelle ça une photographie juridique, là, en guillemets. Alors, c'est une façon peu coûteuse de conserver une preuve. À titre d'exemple, quelqu'un qui ne respecte pas la déclaration de copropriété, ce qu'on voit souvent, malheureusement, ou ce que c'est marqué noir sur blanc dans la déclaration, aucune possibilité de faire des affaires.
Alors, il y a des gens qui ouvrent des garderies, des ateliers de couture, etc., etc., des Airbnb de ce monde. Alors, l'huissier peut tout simplement se déplacer, constater effectivement que de 6h30 le matin à 7h30, X nombre de personnes qui sont rentrées dans l'appartement ABC. Évidemment, il faut que ce soit des parties communes. On ne peut pas rentrer dans les parties privatives sans le consentement des copropriétaires ou à moins d'avoir un ordre du tribunal. Mais tant que ça se fait dans les parties communes avec la permission du conseil d'administration, moi, si je reste dans le corridor, vérifier qu'est-ce qui rentre, quelles sont les personnes qui rentrent dans l'appartement, quelles sont les personnes qui vont ressortir le soir même, entre telle heure et telle heure, sans rentrer dans les détails, parce que je ne leur donne pas leur nom, je ne leur demande pas de s'identifier, mais je peux dire qu'il est rentré, mettons, 15 personnes avec des enfants le matin, et ces mêmes 15 personnes-là sont revenues le soir. Alors, la démonstration est faite assez rapidement qu'effectivement, il y a quelqu'un qui exploite une garderie dans cet appartement-là. Le bruit, hein, ça, c'est des choses qu'on voit souvent. Alors, c'est quoi le bruit? On n'est pas des ingénieurs en son, mais on a des appareils pour mesurer le son. Et alors, on va se présenter avec ça, l'appareil vidéo qui va tout enregistrer ce qu'on voit, ce qu'on entend. Et comme j'explique au juge les peu de fois qu'on va les témoigner, ben voici, monsieur le juge, moi, mon appareil, c'est un audiomètre, mais ça vaut ce que ça vaut. Je n'ai aucune expertise comme ingénieur en son, mais je peux vous dire que l'appareil passait de 80 à 90 décibels dans telles circonstances. Voici les bruits que j'entendais. Ça provient de l'appartement 304 et c'est entre telle heure et telle heure et c'est régulièrement tous les soirs. Ça dépend du budget du client. Est-ce qu'un soir, c'est suffisant? Moi, je pense que non. Si on veut constater qu'un copropriétaire est bruyant puis sur plusieurs périodes, il faut que l'huissier revienne à des heures différentes, constater qu'effectivement, il y a beaucoup de bruit, que ça dérange tous les copropriétaires sur certains étages. Alors ça, on voit ça souvent. Ce qu'on voit souvent aussi, c'est les assemblées générales, soit extraordinaires ou assemblées générales annuelles, où ce qu'il peut y avoir des conflits entre deux clans. C'est malheureusement ça qu'on voit souvent, deux clans de copropriétaires. Alors, est-ce que quelqu'un va vouloir prendre le contrôle sur l'autre? Est-ce que les prises de présence vont être faites correctement? Est-ce qu'il va y avoir des tentatives d'intimidation? Bien, le fait qu'un huissier soit dans la salle et que ce soit connu qu'il y a un officier de justice neutre et impartial qui va tout constater ce qui se dit et ce qui se passe, ça peut limiter un petit peu les gens qui auraient tendance à vouloir être agressifs puis pas laisser le droit de parole aux autres, de faire attention parce qu'ils sont enregistrés et l'huissier va tout constater ce qui se dit. Ce qui est important, Valérie, je te le disais tantôt d'entrée de jeu, c'est quand vous mandatez un huissier dans une assemblée générale, peu importe si elle est extraordinaire ou annuelle, de lui donner une procuration. Alors, il faut qu'il représente un copropriétaire parce que quelqu'un pourrait demander est-ce que l'huissier est ça de l'assemblée compte tenu qu'il n'est pas copropriétaire. À partir du moment où l'huissier a une procuration, il n'a pas à sortir. S'il n'y a pas de procuration, malheureusement, si on lui demande de sortir, il devrait quitter. Tout à fait. Alors, un constat, c'est le sens de l'huissier qui vont permettre de constater le bruit, les odeurs. Les odeurs, c'est plus difficile. Déjà, quelqu'un m'avait demandé de faire un constat parce qu'il y avait dans l'appartement du concierge 22 chats. Alors, imaginez-vous les odeurs des litières. Bon, comme j'avais expliqué à mon client, moi, c'est délicat parce que je suis allergique aux chats. Fait que ma perception des odeurs va être beaucoup plus élevée que quelqu'un qui n'a pas d'allergie. Mais quand même. Alors, il fallait que je reste dans les parties communes. Je n'avais pas le droit de rentrer. Le concierge ne collaborait pas. Alors, je n'ai pas pu compter le nombre de chats. Je peux vous dire qu'au bord de la porte, il y avait des odeurs nauséabondes, terribles. Alors, comment on dit ça dans le constat? On le dit le plus correctement possible, le plus honnêtement possible. Et ça gèle la preuve dans le temps. Et à partir de ce moment-là, si le dossier ne se règle pas à l'amiable, et l'avocat du syndicat a une preuve de plus dans son dossier pour faire la démonstration qu'effectivement, il y a des odeurs nauséabondes dans le corridor, puis tout le monde a à subir ça. Fait que ça peut être à peu près n'importe quoi dans les garages, des gens qui ont des véhicules qui perdent de l'huile, des gens qui garent leur véhicule dans le stationnement d'un autre copropriétaire. Je pourrais vous en compter là, pendant des heures et des heures. Toutes les situations sont pertinentes pour mandater un huissier pour un constat, tant et si longtemps que vous ne demandez pas à un huissier de faire quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire. Alors, on n'a pas de force exécutoire lors de l'exécution d'un constat, à moins d'avoir l'autorisation du tribunal. Il faut respecter la vie privée, c'est super important. On ne peut pas aller filmer quelqu'un à son insu dans son unité privative
sans son consentement. Est-ce qu'on peut rentrer dans un cas d'urgence avec le conseil d'administration? J'en parlais tantôt avec Maître Papineau. Moi, je pense que oui. La fenêtre est ouverte, il pleut à Sio dans l'appartement, la personne n'est pas là. Est-ce qu'on peut rentrer, fermer la fenêtre et ressortir immédiatement de l'appartement? Le conseil d'administration accompagné d'un huissier, moi, je pense qu'on a le droit de le faire, compte tenu qu'on s'en va limiter les dégâts. Moi, ce que je vais constater, c'est qu'effectivement, l'eau coulait. Le président ou le concierge ou le gestionnaire a fermé la fenêtre, et qu'on est sorti immédiatement. Alors, s'il y a quoi que ce soit après, disant, écoutez, vous avez fouillé dans mes affaires, il manque tel bijou, bien, la preuve de l'huissier, c'est que non, on est rentré, on a fermé la fenêtre, on est sorti immédiatement. C'est une façon de faire la preuve qu'il n'y a rien de spécial qui s'est passé dans l'appart à part fermer la fenêtre. Fait que ça peut être des exemples comme ça pour n'importe quelle situation où ce que le constat est opportun. Et si l'huissier pense que ce n'est pas nécessaire, que c'est une perte de temps de remplir ce mandat-là, mais il va vous le dire. Engagez-moi pas pour ça, ça ne vaut pas la peine, ce n'est pas pertinent. Je pense qu'un bon huissier devrait vous le dire, ce n'est pas nécessaire, ou ce que vous me demandez, je ne le ferai pas parce que ce n'est pas légal. Il faut juste faire attention de ne jamais oublier qu'un constat n'est pas de force légale. OK. Mais François, êtes-vous plus souvent mandaté par des avocats ou par des conseils d'administration des gestionnaires, par exemple? Des constats, c'est-tu souvent les avocats? Général, c'est plus souvent les avocats. OK. C'est plus souvent les avocats qui vont mandater, mais ça peut arriver à l'occasion que ce soit les conseils d'administration. Par exemple, dans les votes serrés, moi, ce que je suggère toujours aux assemblées, c'est de mettre les bulletins de vote scellés. Vous pensez qu'il y aura une contestation du scrutin secret? Bon, écoutez, moi, je vous le suggère. Je n'ai pas d'ordre à vous donner, mais je vous fais une suggestion. Je suis là, profitez-en. On va mettre ça dans une enveloppe. Je vais poser les scellés. Et si vous le voulez bien, je vais garder ça à mon bureau. Je vous l'ai dit d'entrée de jeu, je suis un officier de justice neutre et impartial. Je vais sceller devant vous de toute façon. Et s'il y a quoi que ce soit au niveau des scellés, vous allez le voir. Et dans 60 jours, s'il n'y a pas de contestation, je vous remets ça. Vous ferez bien ce que vous voudrez avec vos bulletins. S'il y a contestation, et le juge veut voir les enveloppes scellées, bien, je vais y apporter avec plaisir. Ça peut être une belle alternative d'acheter la paix dans certains... Malheureusement, on voit ça trop souvent. Mais des fois, ça calme le jeu, puis ils se disent, bon, OK, on a quelqu'un de neutre ici qui n'est pas en chicane avec A puis B, et nos droits sont assurés soit d'un bord, soit de l'autre. Et souvent, on va être appelé aussi à agir comme scrutateur. Et encore une fois, il faut que les deux parties soient consentantes. Et tout se fait quand un huissier a l'assentiment des copropriétaires et du conseil d'administration, parce que agir comme scrutateur, encore une fois, on est complètement neutre là-dedans. Moi, si c'est A qui se présente contre B, personnellement, ça ne me dérange pas, je ne les connais pas, je ne vis pas là, et j'agis sur mon serment d'office. À partir de ce moment-là, je n'ai pas le droit, et surtout pas le droit de mentir ou de dire des choses qui favorisent une partie plus qu'un autre. Ça, c'est important quand on fait faire un constat comme ça, de ne pas constater seulement ce qui fait l'affaire de ton client. Ce qui est bon pour ton client, tu le notes, mais ce qui n'est pas bon pour ton client, tu le notes aussi. Tu es impartial. Alors, ce qui s'est dit dans la soirée qui fait l'affaire de ton client, bravo, tu es là pour t'es payé pour ça. Mais ce qui se dit aussi dans la soirée qui ne fait pas l'affaire de ton client devrait être noté aussi. Sinon, tu n'as pas été impartial. Là, ton constat pourrait être contesté. OK. Mais question, ton constat pour un client, je suis copropriétaire, je t'engage, tu t'en vas à l'Assemblée à ma place parce que sinon, on ne peut pas être là tous les deux. Tu réussis à convaincre les gens, le huissier réussit à convaincre les gens qui est là vraiment comme pour les deux parties en même temps? Écoute, ça m'est arrivé à quelques reprises de me faire demander de sortir parce que, surtout dans les petites copropriétés où tout le monde se connaît, alors vous êtes qui, vous, monsieur? On ne vous connaît pas, êtes-vous un nouveau copropriétaire? Bien évidemment que moi, j'ai l'obligation de dire la vérité. Non, je suis huissier, je suis ici pour constater le déroulement de l'Assemblée. Alors, parfait, vous représentez qui? Là? François, c'est une vie plate d'être obligé de dire la vérité. Nous autres, les avocats, on ne connaît pas ça. Continue. Oh, Seigneur! Toujours une bonne remarque, M. Papineau. On m'a déjà demandé de représenter quelqu'un qui était dans la salle. Alors moi, comme je te dis, l'avocat me dit que tu as une procuration de Mme Couture. C'est parfait, je me présente à l'Assemblée. Le gars qui brasse beaucoup, c'est lui qui me demande de sortir. Je dis non, j'ai une procuration
de Mme Couture, mais il dit, Mme Couture est assise devant vous. Bon, là, il m'a pris un peu par surprise. Moi, Mme Couture, je ne la connais pas. Et là, elle dit, effectivement, c'est moi. Bon, là, on a un problème. Il y en a une ou deux qui doit sortir. Vous me demandez de vous représenter. Vous êtes sur place. Théoriquement, je vais sortir. Elle n'avait pas quitté, mais elle ne voulait pas que je quitte non plus. Fait que j'ai demandé à tout le monde présent dans la salle, accepteriez-vous que madame demeure, ma cliente demeure sur les lieux avec moi, parce que je ne prendrai pas parti au vote, je ne dirai pas un mot, je vais tout simplement constater ce qui se dit ici dans l'intérêt de tout le monde. J'en ai parlé tantôt, moi je suis neutre et impartial. Alors, juste m'assurer que tout se déroule correctement dans l'intérêt des deux parties, parce que là, il y avait une guerre de clans, conseil d'administration qui veut se faire mettre dehors par l'autre conseil d'administration qui veut prendre la place. Ça ne me regarde pas, cette histoire-là. Juste m'assurer que tout le monde a le droit de parole, que ce qui s'est dit, ça a été correct, qu'il n'y a pas eu de tentative d'intimidation, parce que le gars qui parlait plus fort que les autres, mais effectivement, il était imposant. Très imposant, et il prenait beaucoup de place, mais il avait tendance peut-être à ne pas laisser parler les autres. Alors, il a accepté, tout le monde a accepté. Fait que moi, évidemment, je l'ai noté dans mon constat. Ce que je viens de vous dire, j'ai tout noté ça. Je n'ai pas contesté après, disant que je ne vous l'ai pas dit. J'avais la permission de l'Assemblée de demeurer sur place. Par contre, si ça aurait été non, bien, un de deux serait sorti. Soit ma cliente sort, ou c'est moi qui sors. Et il y a déjà un de mes confrères dans la région de Sherbrooke qui, malheureusement, n'a pas sorti. Et parce qu'ils ne connaissaient pas ça, possiblement. Et le juge l'a condamné à payer un montant substantiel là, parce qu'il n'y avait pas d'affaire à rester là s'il n'y avait pas de procuration. Il avait juste à quitter, puis il n'avait pas quitté. Alors moi, j'enseigne à la Chambre des huissiers depuis plusieurs années et j'en profite toujours pour avertir les stagiaires, les nouveaux huissiers, faites attention dans la copropriété, dans les assemblées générales, de vous assurer d'avoir une procuration. Sinon, si on vous demande de sortir, vous n'hésitez pas une minute, vous sortez. Alors, c'est important de le dire à votre auditeur ce soir, quand vous prévoyez mandater un huissier. Les avocats le savent, là, mais quand c'est le gestionnaire qui nous mandate ou un copropriétaire, c'est juste de passer le mot que ça prend absolument une procuration. Puis tout bon huissier va le dire, de toute façon, on va vous avertir, si je n'ai pas de procuration, je vais y aller. Mais vous allez payer mes honoraires, si on me met dehors au bout d'une demi-heure ou avant même que l'Assemblée débute, moi, mon temps perdu sur place, je vais être obligé de vous le facturer. Prenez donc la peine de me donner une procuration avant que je me présente. De cette façon-là, personne ne perd son temps. Mais question, soit Maître Papineau ou François, est-ce que le huissier peut être là à la demande du conseil d'administration? Et à ce moment-là, est-ce il doit avoir une procuration s'il représente le CA parce que le CA a peur de je ne sais trop ou quoi que ce soit? La réponse, c'est oui, absolument. Pour les mêmes raisons que je disais tantôt. Si le conseil d'administration, un des membres du conseil d'administration veut laisser sa place à l'huissier par procuration, pas de problème, ou désigner un copropriétaire qui est plus ou moins intéressé à participer à l'Assemblée, il va donner sa procuration à l'huissier. Oui, ça se fait régulièrement, ça aussi. Okay. Il y a une autre façon aussi, Valérie, qu'on peut procéder, c'est que le huissier est l'invité du conseil d'administration et le conseil dit « Nous avons invité le huissier pour préparer un constat sous ça. À moins que l'Assemblée refuse sa présence, il peut demeurer là à titre d'invité. Okay? » Moi, j'ai deux sujets pour notre huissier. Vous nous avez dit tantôt que s'il y a une créance d'un syndicat, vous pouvez, avant d'instituer des procédures, aller voir le débiteur. Dans le cas du syndicat, souvent, le syndicat doit aller à la Cour du Québec, division des petites créances, si jamais votre intervention première n'a pas résulté en un paiement. Alors, le syndicat va à la Cour des petites créances. Le syndicat présente sa preuve, obtient un jugement. Qu'est-ce qu'il fait le syndicat avec son jugement une fois qu'il l'a obtenu? La meilleure chose à faire, c'est de contacter l'huissier le plus près de l'endroit de l'immeuble, l'endroit le plus approprié. Le bureau de l'huissier, il y en a partout dans le Québec. Et prendre le temps de bien discuter avec l'huissier en question des mesures qu'on peut prendre. Parce qu'un huissier, contrairement à un avocat, ça ne coûte pas cher, mais ça coûte quand même relativement des boursiers des timbres judiciaires. Et toutes les démarches qu'on va entreprendre, c'est le débiteur qui va les payer à condition qu'il paye. Si le débiteur fait faillite ou il y a une opposition, je donne un exemple, ou mandaté pour aller saisir les biens meubles de Mme Couture,
Je m'exécute, je m'en vais chez Mme Couture, je saisis ses biens meubles, j'essaie de la convaincre de payer, elle ne veut pas. J'entreprends de publier ça au registre des ventes parce que la loi me l'oblige. Je fais encore des déboursés. Le jour de la vente, je reçois quelques jours avant, une opposition. Les meubles appartiennent à monsieur et non à Mme Couture. Je dois tout arrêter. Alors, on est rendu à 500-600 $ d'honoraires plus les déboursés. Et s'il n'y a rien à faire parce que l'opposition est valable, ben, j'envoie la facture au syndicat. C'est dommage un petit peu. Moi, ce que je suggère toujours à mes clients, quand ils ont un jugement, commençons par ce qui coûte le moins cher. Monsieur a un compte de banque, hein, vous êtes en relation avec lui, il a quand même fait des chèques pour payer ses frais de condo. En tout cas, j'espère qu'il en a fait au moins quelques-uns. Alors, il y a un compte de banque. Allons faire un petit tour à la banque, saisir le compte de banque. Commençons par ça et on va voir comment que monsieur va réagir, monsieur et madame, le débiteur va réagir. Et s'il paye, bien, bravo. S'il ne paye pas, bien, il va savoir que les procédures sont entamées. Ça va peut-être nécessiter un coup de téléphone, soit au syndicat, soit à l'huissier, qui va dire, écoute, ça, c'était la première étape. Il n'y a pas suffisamment d'argent dans ton compte de banque pour payer la dette. C'est sûr qu'il va y avoir d'autres choses comme étape. Veux-tu, oui ou non, t'entendre avec moi pour faire un paiement? Si tu as besoin d'un mot ou deux, si le syndicat est d'accord, est-ce que je puisse négocier un délai? Je vais le faire avec plaisir. Si le syndicat n'est pas d'accord, c'est le syndicat qui décide, c'est lui qui donne les instructions. Alors, il faut remplir maintenant avec le code de 2016, le nouveau code de procédure civile, un bordereau d'instructions. Ça, c'est facile pour les avocats ou les techniciens juridiques d'un bureau d'avocats. Mais monsieur et madame tout le monde qui ne connaît pas ça, je suggère fortement d'appeler l'huissier, prendre rendez-vous avec l'huissier à son bureau, se faire expliquer en détail quelles sont les meilleures procédures à prendre, les moins coûteuses, pour y aller étape par étape, pour essayer d'éviter de monter un bill qui, au bout de la ligne, risque de payer 100 cents dans la pièce ou risque peut-être de rien donner. Alors, à partir de ce moment-là, il faut faire attention parce qu'on n'a pas l'obligation de résultat. Nous, les huissiers, on a l'obligation de moyens. Alors, je vais prendre les moyens, tous les moyens en ma possession pour avoir un résultat le plus positif possible. Vous savez que la loi oblige de laisser 5 000 $ de biens meubles à l'intérieur, 5 000 $ dans un 4,5, mais il est mieux d'être démeublé et bien garni parce que ça va vite, là. Alors, si monsieur ou madame a une voiture, mais c'est loué ou c'est financé, on peut bien la saisir. Si la preuve est que monsieur me remet ses enregistrements, il me fait la démonstration que l'auto est en location, je ne ferai pas exprès de faire des frais. Alors, voyez-vous, c'est ça. C'est tout du cas par cas. Moi, je suggère toujours le travail. Si monsieur ou madame travaille, si ça n'a pas fonctionné avec le compte de banque, allez au travail. C'est certain que ça va prendre du temps, mais c'est certain que vous allez être payé. La portion saisissable de son salaire va être prise par l'employeur, remboursée à l'huissier qui va rembourser le syndicat. Alors, ça prendra le temps que ça prendra, mais vous allez être payé 100 cents dans la pièce, plus les intérêts, plus les frais de l'huissier. Et si au bout de la ligne, ça donne rien parce que monsieur ne travaille pas, quitte son emploi ou quoi que ce soit, bien là, en dernière alternative, la saisie de biens meubles ou dépendamment de la créance. Ça peut être une saisie d'immeuble ou si la créance est en haut de 20 000 pour l'immeuble principal où le débiteur réside. Mais s'il y a un chalet, le 20 000 ne s'applique pas. Fait que ça pourrait être une saisie d'immeuble. C'est tout du cas par cas. Il faut regarder ça avec le copropriétaire et le syndicat. Et ce que je suggère aussi souvent, quand on n'est pas sûr, ben, on peut, nous, les huissiers, la possibilité de procéder à un interrogatoire après jugement. L'avocat peut le faire aussi, mais l'huissier, avec le code de 2016, a le pouvoir de le faire. On va interroger la personne. C'est beaucoup moins cher pour ne pas finir ma pépineux. Beaucoup moins dispendieux d'un avocat. Et ça lui permet d'avoir un beau topo de ce que le copropriétaire a comme actif. Alors, on va poser les bonnes questions et à partir de ce moment-là, on va appeler le syndicat. Voici le topo. Je suggère commencer par ce qui coûte le moins cher parce qu'un compte de banque, c'est seulement une signification. On signifie l'avis d'exécution au banquier qui a l'obligation de gérer le compte de banque. On resignifie le copropriétaire après et la banque a 10 jours pour nous faire un avis comme quoi il y a de l'argent ou il n'y en a pas. Et s'il y en a, bien là, on va faire ce qu'on doit faire, nous, pour que la banque nous paye. On va se croiser les doigts que le montant soit suffisant pour rembourser le syndicat. Sinon, mais comme je vous dis, faire saisir son compte de banque, ce n'est pas plaisant. En règle générale, les gens réagissent. Ouais, ils vont pouvoir s'entendre et payer. D'où l'importance pour les syndicats, j'en profite pour vous lancer un clin d'œil, de ne pas attendre.
Attendez pas 1 an et demi, 2 ans avant de donner ça à un avocat. Quand ça fait une couple de mois, c'est une suggestion que je vous fais, attendez pas. Ça fait 2, 3, 4, 5 mois que le copropriétaire ne paye pas, il n'y a pas de possibilité d'entente, il ne veut pas collaborer avec vous. Ben, donnez ça à un avocat le plus vite possible. Vous prenez des procédures aux petites créances si vous ne voulez pas prendre d'avocat, mais attendez pas. Souvent, on voit des gens, des syndicats, ils attendent 2 ans, 2 ans et demi. Il faut juste faire attention aussi à la prescription. Ben Deux oui. ans, 2 ans et demi, ça va vite, plus les intérêts. Si on parle de Montréal, la petite créance à Montréal, c'est un délai de minimum 18 mois. Ça fait beaucoup de sous qui s'accumulent, ça. Oui, Moi, mais M. Taillefer, M. Papineau, c'est quoi l'avantage pour un syndicat d'aller aux petites créances si c'est pas naturellement, si c'est des frais de condo, on ne se casse pas la tête avec les petites créances, on s'en va à l'hypothèque légale. C'est-à-dire, on ne se casse pas la tête parce que souvent, dans les petits syndicats, 5 mois de retard, c'est 1 000 $. Et si on va pour un avis d'hypothèque légale, juste l'avis d'hypothèque légale peut en coûter avec les déboursés 500. Il y a des juges que ça chatouille, là. Même si la déclaration prévoit que le copropriétaire doit payer les frais, s'il ne le paye pas, il faut aller les récupérer à la cour des petites créances. Puis là, le juge va dire, ben là, pourquoi vous avez dépensé 1000 pour collecter 1000? Alors, il faut faire attention. C'est important dans ce que vient de dire François Taillefer, de bien comprendre que l'avocat, aux petites créances, premièrement, on n'a pas le droit d'y aller à moins de circonstances très exceptionnelles et avec permission. Mais encore là, une fois que le jugement est obtenu, appelez pas un avocat, appelez un huissier, c'est lui qui a l'autorisation de récupérer. Moi, j'ai une question pour vous, M. Taillefer. Un huissier, là, ça se présente au syndicat. Qu'est-ce que l'administrateur doit faire? Est-ce qu'il met dehors un coup de pied? Est-ce qu'il est obligé de collaborer avec? Qu'est-ce que la loi prévoit? ben, merci de la question, M. Papineau. C'était excessivement pertinent. Il y a eu une époque où c'était très difficile pour des huissiers dans certains syndicats de rentrer, même avec l'autorisation du tribunal. Je vais taire les noms des syndicats. Il a fallu à quelques reprises, moi, pas que je me batte parce que ce n'est pas mon genre, mais j'ai un mandat de la Cour avec toute la force nécessaire de rentrer. Et l'agent de sécurité à la porte, instruction de ne pas me laisser rentrer. Fait que je dis, tu vas te tasser, mon cher ami, tu vas me laisser rentrer. Je n'ai pas le choix, je n'ai pas de permission à te demander. J'ai l'autorisation du tribunal pour rentrer dans le condo et faire ce que j'ai à faire. Et là, c'est la gestionnaire qui s'est pointée, qui me dit, tu sors. Bon, finalement, on va appeler la police. Je ne voulais pas comprendre ni d'un bord ni de l'autre. Évidemment, les policiers, théoriquement, devraient prendre la barre du huissier. On a un mandat signé noir sur blanc par un greffier spécial ou dans certains cas par un juge. On va rentrer. Maintenant, depuis 2016, il y a un article du Code, je ne l'ai pas par cœur, je pourrais vous le trouver, 112, 116 et 140. qui Pour oblige, l'identification, entre autres, là. Et 683, alors ces articles-là, c'est ce que M. Taillefer va dire, oblige maintenant le syndicat à collaborer. C'est exact? exact. Puis les commentaires du ministre, pour ceux qui s'intéressent, disent que c'est même criminel de ne pas collaborer avec un huissier. L'exemple que je peux vous donner, M. Pépineau, là, je ne parlerai pas trop, puis je ne veux pas qu'on connaisse le syndicat. Quand on rentre là, il y a 3 ascenseurs qui permettent d'accéder à certains condos. Ce n'est pas marqué dans l'ascenseur. Mettons que je vais aller à l'appartement 608. Est-ce que je prends l'ascenseur 1, 2, 3? J'en ai aucune idée. Là, rendu dans l'appartement 608, il y a 2 unités par ascenseur. Quelle porte que je vais ouvrir? Celle de droite, celle de gauche? Si personne ne me l'identifie, comment voulez-vous que je sache si je suis à la bonne place ou pas? Le gestionnaire ne veut pas collaborer. Le gardien de sécurité ne veut pas collaborer. Alors là, à un moment donné, il faut être imaginatif pour faire valoir nos droits. Et peu importe d'où viennent les directives du conseil d'administration de quelqu'un de pesant dans le syndicat, moi, j'ai un travail à faire, je dois appliquer la loi et je vous ai montré tous les documents légaux que j'ai en ma possession avec la force nécessaire 686 du Code. Alors, j'aimerais ça que vous collaboriez. First, vous allez m'accompagner dans la bonne ascenseur. Vous allez m'indiquer le bon appartement. Si vous voulez rester avec moi, ce sera un témoin de plus. Vous restez avec moi, ça veut dire que vous ne vous promenez pas dans l'appartement si je ne vous ai pas à vue, si ça fait votre affaire.
Et je vais vous laisser des copies de courtoisie de mon procès-verbal qu'on va mettre sous scellé et ça vous permettra de dire au copropriétaire que vous n'aviez pas le choix de collaborer. Ça ne me dérange pas de vous accommoder dans la mesure du possible, mais vous ne m'empêcherez pas de rentrer. Et ça, on l'a vécu ça avant 2016 trop fréquemment, malheureusement, dans les syndicats ou dans les appartements locatifs où ce que les gardiens de sécurité ne nous laissent pas rentrer. Alors, c'est beau la boîte aux lettres, c'est beau le 8 portes, à condition que j'aie accès. Ben oui. Mais c'est quoi le but? Ça arrive presque dans le chose. C'est quoi le but du syndicat de s'interpeller dans votre travail de huissier? Le syndicat, Valérie, ils ne veulent pas se mêler de ça. Ils ne veulent pas que le copropriétaire dise pourquoi tu as laissé l'huissier rentrer, pourquoi tu l'as laissé saisir, pourquoi tu l'as. Mais là, maintenant, comme vient de dire François, les articles 183 et suivants du Code de procédure obligent la collaboration. Alors là, pour l'administrateur, c'est plus facile. Il dit, je l'ai aidé, mais je n'ai pas le choix parce que légalement, je suis tenu de le faire. Tout à fait, tout à fait. Messieurs, on a 2 questions sur le Facebook. On a quelqu'un qui nous dit, qu'en est-il des chèques post-datés qui sont à la déclaration? Donc, le copropriétaire doit remettre des chèques post-datés, mais que nous devons toujours courir après. Nous imposons des frais de 2 selon la déclaration, mais on est tanné de courir après. Alors, qu'est-ce qui arrive avec ça, Maître Papineau, quand un syndicat veut s'assurer de recevoir les chèques post-datés tels que le prescrit la déclaration? Ben, écoutez, il y a plusieurs choses à faire. Dans un premier temps, il faut comprendre qu'il y a une obligation. Malheureusement, si le copropriétaire ne respecte pas son obligation, il y a moyen d'avoir une ordonnance du juge pour le forcer à le faire, mais là, on va dépenser beaucoup d'argent. Par contre, ce qu'on peut faire, la loi et la déclaration l'indiquent, les paiements de frais de condo sont payables sur un budget annuel. Et la loi permet ce qu'on appelle une répartition des paiements, c'est-à-dire qu'on divise par 12. Mais la journée que quelqu'un ne paye pas un mois, il perd le bénéfice du terme et on peut exiger la totalité des frais de l'année. Alors, la personne ne paye pas le 2e mois. À ce moment-là, on peut s'adresser à la Cour des petites créances et demander d'avoir la totalité du restant de l'année comme paiement. Et là, le juge va le donner, sauf comme dit François, les délais sont 16 mois, ça ne nous aide pas beaucoup. Mais quand le copropriétaire reçoit une mise en demeure pour la totalité de l'année, il va vous appeler et dire hey, « c'est pas ça que je dois un mois ». Tu dis « non, non, tu as perdu le bénéfice du terme, on va être payé en entier ». Souvent, ça aide les copropriétaires à comprendre leurs obligations. On a une autre question sur, tantôt, quand on parlait de l'argent qui va être délivré suite à la vente. Les créances hypothécaires sont extrêmement importantes maintenant. Exemple, acheter 800 000, créances hypothécaires 850 000. Les copropriétaires actuels pourraient ne pas payer les cotisations puisque, vu les coûts, les syndicats n'ont possiblement donc pas envie de poursuivre. Donc, il ne reste pas d'argent à la vente. Ce sont les copropriétaires qui sont pris avec tous les frais causés par la poursuite. On en a parlé tantôt. Jamais. Moi, là, c'est impossible, à moins d'une faillite et dans certaines circonstances. Quand je dis à une faillite, là, je parle des honoraires extrajudiciaires, tout ça, mais moi, je ne connais pas de dossier où on ne peut pas percevoir les charges communes des frais de condo. Sinon, si celui qui est propriétaire aujourd'hui ne les paye pas, c'est celui qui va acheter qui est obligé de les payer, comme on l'a dit tantôt. Alors, on ne peut pas perdre de frais de condo. Ce qu'on peut perdre, c'est les honoraires extrajudiciaires, les pénalités. Ça, ce n'est pas transférable. Si le copropriétaire fait faillite, on les perd. Mais les frais de condo, jamais. À moins de laisser prescrire. Comme disait François tantôt, attendez pas 2 ans et demi et 3 ans, c'est prescrit. À ce moment-là, le syndicat va perdre de l'argent. C'est la seule façon que le syndicat peut perdre de l'argent, c'est la prescription, en fait, surtout. Exactement. OK. En terminant, il nous reste 4 minutes, mais j'aimerais entendre François terminer sur ça.
dans les constats et tout ça, tu le sais, tu connais ça, la copropriété, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les problèmes de travaux en copropriété, de non-respect Comment ça fonctionne si un copropriétaire ne respecte pas, qui continue de faire ses travaux malgré qu'il n'a pas fait la demande au syndicat, puis il n'a pas eu la réponse positive du syndicat, et puis il y a des délais normaux, c'est pas anormal. Comment tu peux être envoyé là par le syndicat pour arrêter les travaux? Qu'est-ce que tu vas faire? Ben moi, si j'ai un appel comme l'exemple que tu viens de dire, mon premier réflexe, moi, c'est toujours la même procédure, c'est le constat qui, dans un premier temps, on peut, avec ma membre du conseil d'administration ou le gestionnaire, tenter de rentrer en communication avec le propriétaire qui fait des travaux illégalement ou qui n'a pas demandé la permission, ou peu importe c'est quoi les circonstances. Bon, bonjour, monsieur, François Pépin, huissier, je suis accompagné de président du conseil d'administration ou peu importe qui. On peut-tu vous parler 2 minutes? La règle générale, les gens sont polis, acceptent qu'on rentre, on s'assoit. Voici mon rôle ici aujourd'hui. Vous faites des travaux, vous n'avez pas le droit pour telle raison. Là, moi, je suis ici pour constater à l'amiable, est-ce que oui ou non, vous acceptez de collaborer avec le syndicat et soit de demander les permis nécessaires, soit de cesser, parce que, dépendamment de votre réponse, il va y avoir une suite à tout ça. La suite, c'est que je vais faire mon rapport des réponses que j'ai obtenues en discutant avec vous. À l'intérieur du condo, je vois bien que vous êtes en train de faire des travaux. Je peux les voir de l'extérieur aussi s'ils n'acceptent pas de me laisser rentrer. C'est tout du cas par cas. Mais règle générale, Valérie, ça donne des bons résultats parce qu'un huissier à la porte, ce n'est pas nécessairement des bonnes nouvelles, mais l'approche respectueuse, lui dire, écoute, c'est la dernière alternative avant les procédures parce que la prochaine étape, si tu n'acceptes pas de collaborer, bien, l'huissier va constater, il va faire son rapport, on va nous remettre ça, et nous, on risque d'aller voir un avocat avec ça pour soit aller chercher une injonction ou prendre d'autres procédures. Ça, rendu là, c'est l'avocat qui est maître de sa procédure, mais vous aurez un petit rapport qui est peu dispendieux et qui vous permet de geler la preuve dans le temps. Il vous a envoyé promener, il ne veut rien savoir. Souvent, on se fait dire, tu le sais mieux que moi, Valérie, chez nous, je fais ce que je veux. C'est tellement plate d'entendre ça. Vous avez acheté un condo, vous devriez savoir dans quoi vous embarquez. Si la vie en condo ne fait pas votre bonheur, allez vous acheter un bungalow. Mais ceci étant dit, il y a toutes sortes de monde dans un condo. Alors, c'est tout du cas par cas, mais rien de mieux comme consulter son huissier avant de le mandater. C'est-tu pertinent? Est-ce que ça vaut la peine d'essayer? La réponse c'est oui, ou la réponse c'est non, c'est tout du cas par cas. Mais règle générale, je me répète, on a quand même assez bons résultats. Pourquoi? Parce qu'il est moindrement sensé, le copropriétaire, il voit le sérieux, là, le syndicat a déjà entamé des procédures, il a mandaté un huissier qui s'en vient constater, faut que je fasse attention à ce que je vais faire, il faut que je fasse attention à ce que je vais dire, parce que là, je suis pas surveillé, mais ils ont pris les moyens de faire appliquer la déclaration de copropriété à la lettre. Est-ce que je continue à être en contravention ou j'arrête? Et j'ai eu ma chance, l'huissier me l'a dit, le syndicat me l'a dit, le conseil d'administration, c'est-à-dire maintenant, je subirai conséquences si je ne veux pas collaborer. Mais ça vaut la peine, d'après moi, d'essayer parce que les coûts d'un constat, ce n'est pas très dispendieux. Puis si le résultat est positif, bien, vous venez de sauver un litige à la cour, puis tout le monde est content. Écoute, c'est très enrichissant ce qu'on a appris ce soir. Merci beaucoup, François Taillefer de Paquette et Associés, d'avoir participé à la web radio ce soir. Je suis certaine et je suis convaincue que les auditeurs et les auditrices ce soir ont appris énormément parce que, honnêtement, je crois que ce n'est pas un réflexe pour les conseils d'administration, les gestionnaires et les copropriétaires de se faire aider par un huissier. Donc, je suis sûre qu'on a démystifié quelque chose d'important. Merci beaucoup de ta présence, François. Merci, Maître Papineau, encore de toujours être présent pour les web radios de Condo Légal. Et on vous invite à consulter toujours les fiches pratiques sur Condo Légal. Et dans 2 semaines, notre émission sera naturellement encore sur les assurances la semaine prochaine parce que c'est des gros dossiers. C'est encore tragique pour certains syndicats qui se font laisser pour compte par des assureurs et trouvent, je vous dirais, trouvent peine à s'assurer. Donc, on va donner des trucs avec Annie Gosselin, avec Yves Papineau et moi, donner des trucs pour séduire les assureurs en copropriété. Donc, merci à vous tous. Merci encore, François Taillefer. J'ai reçu un message qu'on me dit que tu es un des meilleurs invités de l'année. Donc, beau compliment.
je crois, après M. Valérie, Poulain-Papineau. c'est sa mère. Donc, merci François. Je suis sûre qu'on va pouvoir te réinviter éventuellement. Maître Papineau, toujours un plaisir. Merci beaucoup. Puis bonsoir à tous. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Bye bye.